Il s'appelle Gabriel Soleika, il signe Solitude, un roman, une histoire, une épopée incroyable de celles et ceux qui ont la peau noire dans ce beau pays qu'est la France. Il est historien, romancier, auteur, je l'ai dit, et nous allons, juste avant de parler de ce roman, quelles sont les motivations de monsieur Gabriel Soleika? Eh bien, ma motivation première, c'est de raconter les histoires que les autres ne racontent pas. À quel moment cela vous a pris? Je ne sais pas, à quel moment on se dit on ne raconte pas l'histoire des enfants noirs ou d'origine maghrébine de ce pays et je vais me dévouer à cette belle cause? Et en fait, de manière très académique, c'est que quand on fait ses études en France, comme ce fut mon cas, effectivement, on s'aperçoit qu'on ne ressemble pas nécessairement à Vercingétorix ou à des Gaulois, et on a envie de savoir l'histoire qui appartient à nos ancêtres, à notre origine, nos cultures. Et en France, ou en Europe en général, eh bien, le système scolaire ne vous permet pas de connaître cette histoire, de l'apprendre. Et du coup, on cherche d'autres sources, on cherche d'autres choses, et on constate, en particulier sur l'Afrique ou les Antilles, comme vous disiez, les gens qui ont la peau noire, ou même les Maghrébins, qu'effectivement, pour pouvoir avoir des livres, des documents, au même titre que l'histoire occidentale, qui est vraiment très documentée depuis le Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de livres, alors que pourtant, il y a une grande histoire derrière. Donc du coup, moi, j'ai tout de suite pris la démarche de me dire, dans mes études, je vais m'orienter justement sur ces histoires qu'on ne connaît pas et apprendre l'histoire de mes ancêtres, l'histoire du continent africain, l'histoire du peuple noir, pour la raconter. Pour la raconter, il y a quelques mois, quelques jours bien tassés, la France, Paris en particulier, inaugurait une statue évidemment à la gloire de Solitude. Et pour beaucoup de Parisiens, on ne sait pas qui est Solitude. Qui est Solitude? Alors pour faire très court, Solitude est une femme qui a existé. Elle a été pendue par la France, c'est le fait le plus marquant, le 29 novembre 1802. Elle était enceinte. Ils ont attendu, parce qu'en fait ils l'avaient arrêtée au mois de mai 1802 lors de la révolte, où on l'appelle aussi la guerre de Guadeloupe, que très peu de personnes connaissent, parce que ce n'est pas nécessairement dans les manuels scolaires. Donc quand Solitude est capturée, elle est enceinte, et comme la valeur d'un esclave, eh bien, ça coûtait beaucoup d'argent à cette époque-là, ils préfèrent la faire accoucher le 27 ou 28 novembre, on n'est pas sûr du jour, et le lendemain ils la pendent en place publique. Pour quel crime? Pour celui d'avoir refusé le rétablissement de l'esclavage ordonné par Napoléon. Et pour accompagner évidemment les mots de Gabriel Soleika, elle sera pendue sur la place publique. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les Noirs ils sont assignés évidemment à leur rôle d'esclaves, puisque les enfants sont aussi esclaves et ils sont une monnaie d'échange aussi. Oui, tout à fait. Et puis en plus, vous l'avez dit juste avant, c'est qu'ils ont inauguré une statue d'elle en mai 2022 en France. C'est la première fois qu'à Paris, il y a la statue d'une femme noire de manière officielle. Ils ont même fait un timbre, mais cependant, quand vous cherchez des livres ou des documents sur elle, il y en a très très peu. Des documents sérieux qui permettent vraiment de connaître son histoire. Ce que vous réparez avec ce roman, c'est un roman. C'est un roman historique. C'est un roman biographique, romancé, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, naturellement, que j'ai dû, entre guillemets, développer pour permettre d'avoir une narration qui soit accessible à tous et qui donne envie de le lire. De le lire. Signe son roman historique à passer ensemble Solitude, évidemment, du jour, Gabriel. Mémoire de toutes celles et ceux qui ont envie de savoir d'où nous venons, d'où nous sommes, qui nous sommes. Exactement. Mais tout à l'heure, on parlait de Solitude et cette incroyable assignation à résidence qu'a permis aussi Napoléon avec le Code noir. Alors, pour être précis, Napoléon, c'est 1802 quand il rétablit l'esclavage. Malheureusement, le Code noir, c'est beaucoup plus ancien. C'est l'exclusivité de la France. C'est le ministre du roi de France de l'époque, en 1685, c'est Colbert, qui en fait considère que comme le Vatican, en 1492, a légitimé l'esclavage des populations noires d'Afrique, il ne faut pas, il n'y avait pas de droit comme maintenant, mais il ne faut pas leur donner une identité civile. Donc l'article 44 de ce Code noir dit que les individus à la peau noire sont des meubles, ce sont des biens meubles. Donc on peut les capturer, on peut les mettre en esclavage, on peut les maltraiter, on peut les façonner, les tuer, on fait ce qu'on veut, c'est des meubles. Les meubles n'ont pas d'âme, et ce qui est paradoxal, c'est quand même ils les baptisent. Et le Code noir va régir la vie de tous les individus
à la peau noire venant d'Afrique, envoyés aux Antilles ou aux Amériques ou ailleurs. Mais je dis bien encore une fois que c'est une exclusivité française. Ce code noir va rester autant de temps, de 1685 jusqu'à 1848. La France est une des dernières nations à abolir l'esclavage. Les Anglais l'ont fait bien avant eux. Parce qu'en fait, la France a besoin de légitimer les mauvais traitements qui sont infligés aux Noirs. Oui, mais à la décharge de Napoléon, j'ai ouï dire que Napoléon avait besoin de soulever beaucoup d'argent pour ces guerres et que les béquets, enfin les esclavagistes des îles françaises, le finançaient. Et pour eux, c'était une aubaine incroyable que les Noirs soient assignés encore à... J'ai envie de vous dire, et de manière historique, c'est que Napoléon, quand il devient premier consul et qu'ensuite il devient empereur, ce qui est inédit en France, la France n'avait jamais eu d'empereur avant, comme vous l'avez dit de manière très juste, il avait besoin de l'argent des colons, l'argent du sucre, l'argent du coton, l'argent du café, de l'indigo, et ça venait des Antilles, et la France à l'époque c'était la première puissance mondiale, c'était comme les États-Unis aujourd'hui, et économiquement, Napoléon a ruiné la France, et comme vous le dites, les colons avaient l'argent pour le faire taire, et quand ils lui disent non mais attendez, en 1794, on dit aux Noirs que ce sont des citoyens. Mais ils vagabondent en Guadeloupe, ils vagabondent en Martinique. Ils font rien de leur vie en fait. Remettez l'esclavage. Et Napoléon au départ, il dit non, mais je peux pas. C'est des citoyens, ils sont libres. Oui, mais d'autant plus que dans l'armée de Napoléon, il y avait aussi beaucoup de Noirs. Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que figurez-vous qu'en 1794, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Domingue, entre autres, même jusqu'en Guyane, on dit à ces Noirs-là, vous n'avez pas de travail, rentrez dans l'armée. Parce que les Africains n'étaient pas malades de la fièvre jaune, qui faisait des ravages dans l'armée française. Donc ils rentrent quasiment tous dans l'armée de France, ils servent la France, à l'image du colonel Louis Delgrès, du commandant Joseph Ignace, du capitaine Massotto de Dauphin, et ce sont de bons soldats en plus. Et quand en 1802, Napoléon fait une simple lettre en disant « Stop, vous lâchez les uniformes, vous posez les fusils, et vous allez couper la canne », on parle de gens qui depuis 8 ans ont des enfants, ont des familles, ne sont plus des esclaves. Il y en a même qui sont nés en dehors de l'esclavage, qui ont 10 ans. Et on dit, terminé, tous les Noirs, esclavage. Résultat, de manière légitime, ces soldats-là, ils attendent la réception de l'armée de Napoléon, et ils veulent discuter, mais il n'y a pas de discussion. On va massacrer plus de la moitié, on va les envoyer en Amérique pour les mettre dans les champs de coton, et le reste, ils vont faire une révolte, mais ils sont pas assez, ils sont à peine 3000 ou 4000, et puis ils vont tous être massacrés. Et je donne cette citation historique de Napoléon, qu'il a écrit dans une lettre. Tuer tous les Noirs de Guadeloupe et on va en mettre d'autres à la place. De toute façon, on en a. On va mettre des Congolais. Parce qu'à l'époque, ils aimaient déporter les Congolais. Et les Congolais étaient très résistants, très costauds. Très costauds. Vous voyez, c'est quand même triste qu'aujourd'hui, enfin quand je dis triste, il est célébré comme le héros d'une nation. On fait un film sur lui en disant qu'il a fait des conquêtes. Bon, il est quand même responsable de plus de 400 000 morts, voire 4 millions selon les historiens, avec toutes les guerres qu'il a menées. Mais quand on voit qu'il a rétabli l'esclavage, c'est un recul par rapport à la Révolution française, qui déclare quand même le pays des droits de l'homme et du citoyen, blanc à cette époque-là. Quand on est noir, on n'a pas de droits. Donc j'aurais bien voulu que dans le film de Napoléon, il puisse au moins dire, ok, d'accord, il a inventé la Banque de France, il a inventé la Légion d'honneur, ça nous fait une belle jambe. Mais il a quand même fait massacrer des femmes, des enfants, dont Solitude, qui est quand même enceinte, qu'on fait accoucher, et qu'on pend juste après. Il a fait massacrer des dizaines de milliers de personnes, de Haïti jusqu'à la Guadeloupe, et les Haïtiens d'ailleurs ont bien montré à Napoléon, le plus grand stratège de tous les temps, en novembre 1803, en novembre 1803, les Haïtiens vont mettre en déroute l'armée de Napoléon. Et il va pas s'en remettre, le pauvre. Parce qu'ils vont lui dire, non, mais nous on n'a pas fait de stratégie. Mais on va vous montrer comment ça fonctionne. Comment ça se bat. À travers évidemment l'incroyable histoire de Solitude, une autre histoire de France.